Mes chers amis, bonsoir. C'est vraiment un réel plaisir d'être parmi vous. Merci de m'inviter et je serai toujours là. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Doyen, merci d'être là pour parler d'un sujet. Oui, je sais que vous êtes fatigués, je sais que c'est la fin, je sais que c'est la fin du marathon. Bravo, je vous félicite, mais on va parler de sujets très pertinents, très fréquents, qu'est diabète et dysthyroïdie. Vous dites, quel est le lien? En fait, leur éthiopathogénie est complètement différente. Ils n'ont pas du tout, bien sûr, les mêmes voies physiopathologiques, mais quand même, ça reste deux pathologies hyper fréquentes, très fréquentes, les plus fréquentes en endocrinologie. Il y a une corrélation entre l'hypothyroïdie et la résistance à l'insuline. Je m'arrête 2 secondes sur ce point. Méfiez-vous, parce que on le dit à chaque fois, on ne peut pas être diabétique de type 2 si on n'a pas les deux composantes, et la résistance à l'insuline et l'insulinopénie. Donc, on ne peut pas être diabétique de type 2 si on n'est pas résistant à l'insuline. Donc, notre combat, c'est de lutter contre cette résistance à l'insuline. Quand on est résistant à l'insuline, on l'est et on le reste toute notre vie. On va essayer de l'améliorer. Et quand vous avez une hypothyroïdie qui se surajoute à ce diabète qui est mal équilibré, attention, cette hypothyroïdie va entretenir, va bien sûr maintenir, empêcher d'améliorer cette résistance à l'insuline. Il y a une fréquence, je l'ai dit, et en général, 4%, ça c'est la littérature, 4% des patients diabétiques vont avoir une hypothyroïdie. Cette association, elle expose aussi à majorer le risque cardiovasculaire. Vous le savez, le diabétique de type 2, le diabète est une maladie vasculaire. C'est une maladie qui va toucher les vaisseaux. Et généralement, les diabétiques, ils sont aussi dyslipidémiques, hypertendus, etc. Et quand vous avez une hypothyroïdie qui est mal gérée, forcément, vous allez augmenter votre taux de cholestérol et vous allez augmenter ce risque cardiovasculaire. Est-ce qu'il faut dépister systématiquement l'hypothyroïdie chez tous les patients diabétiques de type 2? Eh bien non. Les recommandations disent non, il faut un ensemble de signes pour aller essayer de, bien sûr, chercher cette hypothyroïdie. Par contre, si vous avez un diabète de type 1, les recommandations nous disent qu'il faut demander une TSH au diagnostic du diabète de type 1 et une fois par an. Parce que là, l'auto-immunité est liée parce que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. Le diabète, vous le savez, l'arsenal thérapeutique, il s'est élargi ces dernières années. Ah, moi, j'ai commencé la diabétologie, oh là là, ça fait vieillir, en 1998. Et en 1998, on n'avait rien. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les sulfamides et la metformine. C'est ce qu'il y avait. Et ce n'est que depuis les années 2000 qu'on a eu ce changement, bien sûr, dans le traitement. Pour lutter contre quoi? Contre cette hyperglycémie. Il y a les médicaments qui vont lutter contre la résistance à l'insuline. Il y a les médicaments qui vont lutter, bien sûr, améliorer cette sécrétion d'insuline parce qu'elle n'est pas suffisante. Il y a des médicaments qui vont bloquer la production du sucre au niveau du foie. Des médicaments qui vont bien sûr, entraîner une élimination de sucre par voie urinaire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de suivre ces recommandations. Les recommandations disent toutes la même chose, qu'elles soient américaines, qu'elles soient anglaises, qu'elles soient suisses, qu'elles soient françaises. C'est elles que je vais détailler. Toutes les recommandations disent exactement la même chose. On ne traite pas un chiffre, on traite un patient dans sa globalité. Et quand vous traitez un patient, il faut traiter sans sucre, oui, parce que c'est votre devoir, mais en même temps, vous devez gérer sa pression artérielle, gérer ses lipides et lui donner les médicaments qui vont le protéger. Il n'y a pas de patient identique. Chaque patient est un patient à part. Ne vous fixez pas le même objectif chez tout le monde. Chaque patient a un objectif d'hémoglobine glyquée qui va dépendre de l'ancienneté de son diabète, bien sûr d'existence de comorbidité ou pas, des thérapeutiques que vous pouvez lui proposer. Est-ce qu'il est mutualiste ou pas, de son espérance de vie, du risque hypoglycémique. Donc tout cela va déterminer vos objectifs d'hémoglobine glyquée. Vous connaissez tous ce tableau. Je ne vais pas m'attarder sur ce tableau, mais juste, j'ai un petit rang qui me tient à cœur et je le dis et je le répète. S'il vous plaît, mes amis, luttez contre l'inertie thérapeutique. Le diabète ne va pas s'équilibrer tout seul. Le diabète est une maladie évolutive. Chaque année, le patient, quel que soit le traitement que vous allez lui proposer, il va perdre en cellules bêta pancréatiques. Il n'y a rien au monde
onde capable de bloquer, d'arrêter la destruction des cellules bêta-pancréatiques. Donc, ne dites pas, c'est pas grave, le diabète, il va s'équilibrer, je vais lui enlever les dates, je vais lui enlever... Non, un diabétique, il faut lutter contre l'inertie thérapeutique. C'est au bout de 3 mois, c'est au bout de 6 mois. Votre patient n'est pas dans les objectifs. Pensez à bouger son traitement, à empiler les médicaments. Vous n'avez pas le choix parce que c'est ça la maladie du diabète. Un petit cas clinique rapide. Rachid, 58 ans, chez qui vous découvrez un diabète de type 2 avec une hémoglobine glycée à 8,6. Vous mettez en place une metformine pleine dose. Et au bout de 6 mois, votre patient, il est à 7,4 d'hémoglobine glycée. Il a un goitre hétéronodulaire, mais on peut le détailler tout à l'heure. Le nodule le plus péjoratif, il fait 18 mm et il est Eutyrax 3. Donc, c'est un goitre que je vais tout simplement surveiller. Et il a une TSH à 6,38. Aucun antécédent particulier. Et vous dites, quel est mon objectif d'hémoglobine glycée ? Allez, je vais répondre, moi. Mon objectif, c'est un patient qui est jeune, qui a une bonne espérance de vie, qui a un diabète qui est récent, donc qui n'a pas de comorbidité, qui n'a pas de complications. Donc, je vais viser 6,5%, à condition de donner des médicaments qui ne peuvent pas donner d'hypoglycémie, et je vais viser 6,5-7% si jamais j'utilise des médicaments qui peuvent donner une hypoglycémie. Donc sur le tableau des recommandations que j'ai montré tout à l'heure, mon patient, il est là, c'est ce qu'on appelle la situation commune. Et la situation commune dans les recommandations françaises, qu'est-ce qu'elle nous dit? Retenez-le, metformine en première intention. Il n'y a rien qui peut détrôner la metformine. Donc ça, c'est très important. La metformine, cette fameuse molécule dont je vais parler tout à l'heure, qui a plus de 60 ans, Donc, mon patient diabétique de type 2, oui, il est déjà sous metformine, il a 6 mois de diabète, il n'est pas équilibré, oui, vous pouvez rajouter, allez, on va dire 3 mois, mais si au bout de 3 mois encore, il n'est pas dans les objectifs, vous devez lui rajouter quelque chose à son traitement. Qu'est-ce que vous allez lui rajouter? Ce que vous voulez. Ça, on est dans la situation commune, mais toujours gardez à l'esprit la metformine, première intention. Vous savez, dans l'histoire des médicaments, c'est comme en amour. Hein. Au début, quand on se marie, c'est « je t'aime, moi non plus ». Donc ça, c'est ça. Donc plus qu'hier, moins que demain. Donc c'est ça avec les médicaments, c'est ça l'histoire des médicaments. Au début, on est amoureux des médicaments. Et à un certain moment, il y a des médicaments qui bien sûr, qui vont disparaître. Je prends le cas, bien sûr, du Rimonabant. Je prends le cas de la rosiglitazone. Je ne vais pas parler de la pioglitazone. Il y a des médicaments qui, après, ils vont bien sûr avoir des effets secondaires qu'on va éliminer du marché. La metformine, mais dans une autre forme, la fenformine, elle allait disparaître. Mais elle a eu cette gloire de l'étude UKPDS que vous connaissez tous et qui l'a remis sur le droit chemin et qui nous a démontré, bien sûr, ce que je vais dire tout à l'heure. Cette fameuse metformine, regardez, le premier médicament, c'est le glucophage. Pourquoi le glucophage? C'est mangeur de sucre. Glucophage. Donc, c'est là d'où vient le mot glucophage. Donc, la metformine, et elle a été introduite au Royaume-Uni en 1958. Au Canada, 1972. C'est l'une des plus vieilles des molécules et c'est l'UKPDS qui a permis de l'introduire, bien sûr, aux États-Unis. La metformine, quand vous la donnez, vous connaissez tous, bien sûr, le détail de la molécule. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais juste quand vous donnez, par exemple, 1000 mg de metformine le matin et 1000 mg de metformine le soir, c'est l'équivalent d'à peu près 780 mg de metformine. Maintenant, il y a cette forme où il y a le 700 mg, le Stagit 700 mg. Quand vous donnez du Stagit 700 mg, c'est l'équivalent de 280 mg de chlorhydrate de metformine. Ce n'est pas 700, ça veut dire que je vais donner 700 mg de metformine. Cette metformine, qui est importante, allez, je vais gagner du temps, qui nous a démontré, c'est la première des molécules en diabétologie qui nous a démontré la réduction de la mortalité. Là, je ne suis pas dans les événements cardiovasculaires. C'est la première molécule qui nous a démontré une réduction de la mortalité de 42%, une réduction des infarctus de 39%, une réduction des AVC de 41%. Donc, je le dis, je le répète, le tapis rouge sur lequel vous allez bâtir, bien sûr, votre thérapeutique, c'est bien sûr la metformine. Et après la metformine, c'est à vous de voir.
C'est à vous de voir, c'est en fonction du patient qui est en face de vous. Si vous voulez être très efficace, vous allez partir vers les injectables qu'on n'a pas au Maroc. La dulaglutide à forte dose, on ne l'a pas au Maroc, on a la dulaglutide à faible dose, la sémaglutide, le tirzépatide, le fameux Mounjaro. Donc là, je vais aller vers des molécules, bien sûr, qui vont baisser l'hémoglobine glycée à plus de 1,5%, voire des fois 2%. Sinon, je vais être efficace, donner les analogues du GLP-1 dont on dispose, donner une metformine si je ne l'avais pas donné, donner les sulfamides hypoglycémiants, un inhibiteur de la SGLT2. Attention, ne le casez pas que pour le rénal ou pour le cardiaque. Il peut être donné après la metformine dans la situation commune. Donc ça, c'est votre thérapeutique. Sinon, vous allez être intermédiaire et rajouter un inhibiteur de la DPP4. Maintenant, je m'attends à une question. Et je vais, bien sûr, c'est quoi? La metformine, elle fait maigrir. Elle fait maigrir, mais regardez, je l'ai laissée telle qu'elle est publiée dans les recommandations. La metformine, en haut, elle est neutre vis-à-vis du poids. Elle peut me faire perdre quelques kilos, 1 à 2, 3 kilos, allez, 3 kilos, non, c'est 1 à 2 kilos. Et c'est bénéfique pour le résistant à l'insuline, c'est bénéfique pour le patient diabétique de type 2. Mais si votre patient perd 10 kilos, allez-y chercher une autre maladie. Il a certainement autre chose. Cette metformine qui est présente dans la bithérapie, dans la trithérapie, que je rajoute un IGLT2 ou un inhibiteur de la DPP4, quelle que soit la voie thérapeutique que j'ai prise pour traiter mon patient, la metformine doit être présente. Même chez les patients qui ont une maladie athéromateuse avérée, une maladie rénale, bien sûr chronique, et bien sûr, ou bien une insuffisance cardiaque, la metformine reste présente dans le traitement. Oui, il y a des contre-indications, on va en parler tout à l'heure, mais la metformine, maintenez-la tout au long de la vie de votre patient diabétique de type 2, mais bien sûr en cas d'obésité. Et je dis un mot sur ça pour essayer de gagner du temps. L'âge n'est pas une contre-indication à la metformine. Très important. Et même chez les personnes âgées, dépendantes, c'est-à-dire, ce n'est pas eux qui prennent leur traitement, ce n'est pas eux qui gèrent leur traitement, c'est une tierce personne qui va bien sûr les gérer. Et même chez ces patients-là, la metformine, elle reste bien sûr dans leur traitement tant que la fonction rénale la tolère, bien sûr, et des fois même associée à une insuline basale. Donc ça, c'est très important. J'ai parlé du rein. Donc, il y a même des néphrologues aujourd'hui, même avec une clairance qui est basse, on leur dit, est-ce qu'on arrête la metformine? Ils nous disent, non, mais pourquoi vous voulez l'arrêter? Donc, retenez, bien sûr, mais si on veut suivre les recommandations, la metformine, vous allez bien sûr réduire la dose quand vous allez être à des clairances aux alentours de 30 à 45, vous allez l'arrêter quand vous avez des clairances qui descendent en dessous de 30. Maintenant, notre patient tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier, il est patient diabétique de type 2, il est déjà sous traitement par metformine pleine dose, c'est un patient à qui vous avez rajouté une molécule X, à vous de voir, en fonction du patient qui est en face de vous, mais il ne faut pas oublier qu'il avait une TSH qui était légèrement élevée. Qu'est-ce que je vais faire? Et quelle est ma conduite à tenir? Juste, je redis un mot sur le dépistage. Est-ce que je dois demander une TSH à tous mes patients diabétiques? Non. Si je vois les recommandations, qu'elles soient américaines, qu'elles soient anglaises, regardez les Américains. La Société américaine de thyroïde, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je dois faire un dépistage chez tout homme ou femme à 35 ans. S'il est normal, je dois le refaire tous les 5 ans. Ça, c'est les recommandations américaines. Et regardez l'autre extrême, qui est complètement en bas. C'est le collège, bien sûr, anglais des médecins. Il dit, il est inutile, ce n'est pas justifié de faire un dépistage. Donc, vous avez vu qu'il y a les deux extrêmes. Moi, je vous dis, les recommandations du monde entier en matière du diabète de type 1, il faut demander une TSH, c'est systématique. Mais chez le type 2, vous allez chercher un ensemble de signes. Vous allez avoir 2-3 petits signes. Vous avez un diabète qui se déséquilibre, une résistance à l'insuline qui s'installe encore plus, il prend un peu plus, il enfle un peu plus. Attention, l'hypothyroïdie ne fait pas grossir, contrairement à ce qu'on pense. Elle fait enfler. Mais chez un asthmanite, j'ai la thyroïde. Non. Donc, il y a un ensemble de signes, bien sûr, une bradycardie, une frilosité, et un trouble de Fahner, etc. Donc là, j'ai résumé un petit peu l'ensemble des signes de l'hypothyroïdie. C'est un
un ensemble de signes qui va me pousser à doser une TSH. Par contre, il y a des situations où il faut demander une TSH en première intention. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, les situations, les formes polysymptomatiques. Quand vous avez un syndrome canal carpien, quand vous avez une dyslipidémie, quand vous avez une hyperprolactinémie, donc, etc. Donc là, il faut demander une TSH en première intention. Rachid, je ne l'ai pas oublié, il a un goitre hétéronodulaire. Et le fait de le laisser avec cette TSH6, est-ce qu'il y a un risque? Et on sait très très bien, quand on laisse traîner une hypothyroïdie, on sait que la thyroïde, elle va fonctionner plus, donc elle a tendance à enfler, à grossir. Donc ça, c'est un premier point. Aussi, c'est quelqu'un qui a une maladie vasculaire, il est diabétique. Et on sait que l'hypothyroïdie a un rôle important dans les maladies cardiovasculaires. Un autre point, l'hypothyroïdie profonde, mais là, c'est des extrêmes. Hein. Moi, j'en ai vu un dans ma vie, hein. Là j'en ai vu un, c'est ce qu'on appelle le fameux coma myxœdémateux, mais fort heureusement au Maroc on n'arrive plus à des situations comme ça. Mon patient Rachid, il a une TSH qui est élevée, qu'est-ce que je dois faire? Je dois compléter par un dosage de T4 libre. Si ma T4 libre est basse, c'est une hypothyroïdie périphérique, quel que soit le chiffre de TSH. Mais si j'ai ma T4 libre qui est normale, à ce moment-là, je suis de ce qu'on appelle une hypothyroïdie fruste. Alors, Rachid, il a ses règles hygiénodiététiques, il a sa metformine, j'ai rajouté une molécule X de votre choix et j'ai fait ma T4 libre. Ma T4 libre, elle est normale. Il a quoi? Il a une hypothyroïdie fruste, il a une hypothyroïdie infraclinique. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je traite? Est-ce que je ne traite pas? Est-ce que je complète le bilan? Regardez qu'est-ce qu'il faut faire, c'est l'indication de doser les anticorps anti-thyroperoxydase. Donc là, on va s'en servir. Pourquoi? Parce qu'on sait que s'il a des anticorps positifs, on s'en fout du chiffre. On s'en fout du chiffre. Le chiffre, il les fait juste, il leur fait peur. Il leur fait courir à venir chez vous en consultation. Oh là là, j'ai 27 800 d'anticorps anti-thyroperoxydase. C'est du chinois pour eux. Donc, attention. Donc, il a des anticorps qui sont positifs ou négatifs. Tout simplement. Un chiffre d'anticorps, on les fait une fois dans la vie et après, on ne le refait plus. On ne le suit pas. On ne suit pas la cinétique des anticorps. C'est de la perte d'argent. Donc, très important. Ces anticorps, quand ils sont positifs, ils sont là juste pour nous dire que ce patient, il a 5% de chance de développer une hypothyroïdie vraie dans l'année. Mais si Rachid avait 60 ans, qu'est-ce qu'elles me disent? Les recommandations, la littérature, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit il a 80% de chance de développer une hypothyroïdie vraie dans les 4 années à venir. Bien sûr, vous l'avez compris, plus on avance vers l'âge, plus ces anticorps vont avoir un effet, plus il y a un risque qui développe l'hypothyroïdie vraie. Mais non, il faut toujours retenir ce chiffre de TSH inférieur à 10. Au-delà de 10, même avec une T4 libre normale, il faut traiter. Ça, c'est très important, on n'est plus dans le fruste. Maintenant, je vais revenir au GRT, au groupe de recherche sur la thyroïde. Au fait, tout le monde dit la même chose. Dans cette hypothyroïdie fruste, je vais traiter qui? Eh bien, regardez, je vais traiter la femme enceinte, la femme infertile, la femme qui fait des fausses couches à répétition, le goitre, le patient qui a une thyroïde qui est augmentée de volume, le patient qui a une hypercholestérolémie et je n'arrive pas à la contrôler, ou bien il était bien contrôlé, il a bougé son bilan lipidique. Et je dis pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois augmenter ma statine? Alors là, attention, traitez d'abord l'hypothyroïdie. Mais ne tombez pas dans le piège. C'est-à-dire que si jamais vous traitez, il ne faut jamais baisser, et retenez ce chiffre-là, votre TSH en dessous de 1. Attention, un patient qui est traité par la lévothyroxine, par le lévothyrox, sa TSH, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui n'est pas traité. Quand on descend en dessous de 1, on est surdosé en hormones thyroïdiennes. Attention. Maintenant, dans les autres situations, l'opportunité d'un traitement n'est pas établie. C'est-à-dire, docteur, je déprime. Docteur, j'ai pris du poids. Docteur, je perds mes cheveux. Attention. Ne dites pas parce qu'il a une TSH à 6, si vous le traitez, il va tout améliorer. Non. Les traités ne servent à rien, vous faites qu'augmenter le risque d'effets indésirables liés à leur traitement. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien regardez, méfiez-vous des patients diabétiques, hypertendus, etc., qui ont des TSH supérieurs à 7.
Regardez, ce chiffre-là, il est là, il est très important. Dès qu'on dépasse 7, il y a un risque coronarien. Il y a un risque, bien sûr, de mortalité cardiovasculaire dès que la TSH dépasse à 10 et on la laisse traîner au-delà de 10. Donc, au-delà de 10, même si votre équilibre est normal, il faut traiter, on n'est plus dans le fruste. Donc, ça résume un petit peu ce que je viens de dire. Donc, Rachid, je peux le traiter, bien sûr, avec une petite dose de lévothyroxine sodique par le lévothyrox. Je vais aller jusqu'à 50 microgrammes, je vais la donner progressivement, 25 microgrammes pendant une semaine, puis 50 microgrammes que je vais maintenir. 6 à 8 semaines après avoir atteint les 50 microgrammes, je vais doser ma TSH seule. Ça y est, plus jamais de T4, plus jamais d'anticorps anti-TPRO et jamais de T3, hein, jamais de T3. Alors bien sûr, ce monsieur-là, mon objectif, c'est qu'il ait une TSH comprise entre 1,5 et 2,5. Je peux accepter de 1 à 3. Si jamais il reste au-dessus de 3, il est sous-dosé. Si jamais il descend en dessous de 3, il est surdosé en hormones thyroïdiennes. Maintenant, ce n'est pas le sujet, mais je vais juste 4 minutes, je vais aller rapidement. Attention, si j'avais donné une femme de 30 ans qui avait un désir de grossesse, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je tiens à véhiculer certains messages qui sont très importants, très importants. Tout à l'heure, hier, on a parlé un petit peu de la supplémentation en iode essentielle pour la femme enceinte et bien sûr pour que c'est très important pour le développement du cerveau fœtal et pour le quotient intellectuel de l'enfant. Eh bien, attention, juste un petit point sur les femmes. Bien sûr, on ne va pas doser une TSH chez toutes les femmes enceintes, c'est impossible. On va dépister les femmes à risque. Les femmes à risque, les femmes obèses, les femmes âgées, les femmes qui font des fausses couches à répétition, les femmes qui ont déjà reçu un traitement par lithium, un traitement par amiodarone, les femmes qui ont un diabète de type 1, les femmes qui ont une maladie auto-immune, un vitiligo, une canicie, c'est-à-dire une petite mèche blanche qui démarre du cheveu. Attention, il y a des petits signes comme ça qu'il faut aller rechercher ces femmes-là et vous allez leur doser leur TSH. Si, bien sûr, vous avez dosé la TSH, c'est les femmes à risque. Elle est enceinte. Si elle a une TSH inférieure à 2,5, stop, laissez-la tranquille. Si jamais elle a une TSH supérieure à 2,5, vous allez compléter par un dosage d'anticorps. Ça ne sert à rien de faire la T4 libre. Elle est normale chez elle. C'est de la perte d'argent. D'accord, ça ne sert à rien. Donc chez elle, elle a une TSH qui est à 3. Une TSH à 3, elle est enceinte, elle va avoir une T4 libre normale. Donc ça ne sert à rien de perdre l'argent dans ça, il faut aller doser les anticorps anti-thyroperoxydase. Bien sûr, je reviens. Si la TSH elle est supérieure à 4, chez une femme enceinte, qu'il y ait des anticorps, ou qu'il n'y ait pas d'anticorps, c'est-à-dire que les anticorps soient négatifs ou positifs, une TSH supérieure à 4 chez une femme enceinte, il faut la traiter. Il faut lui donner le lévothyrox. Attention, c'est très important, avec comme objectif d'avoir une TSH inférieure à 2,5. Vous pouvez accepter 3 de TSH les 2 derniers mois de grossesse, mais les premiers mois, les 7-8 premiers mois de grossesse, battez-vous, demandez une TSH tous les mois, bien sûr, avec comme objectif d'avoir une TSH inférieure à 2,5. La situation se pose, c'est que quand vous avez ces femmes à risque, et je reviens, les femmes à risque qui ont une TSH comprise entre 2,5 et 4, qu'allez-vous faire? Eh bien, vous allez voir leur statut immunologique. S'ils ont des anticorps négatifs, laissez-les tranquilles. S'ils ont des anticorps positifs, vous pouvez discuter la mise en place d'un traitement par le lévothyrox. Pourquoi je dis vous pouvez? Si jamais elle a 40 ans, et si sa dernière chance d'avoir un enfant, si jamais il a fait, bien sûr, une FIV, ce n'est pas bien sûr une grossesse comme ça naturelle, si jamais il a fait des fausses couches à répétition, si jamais il est obèse, si jamais il a un diabète gestationnel par la même occasion, ces femmes-là, il faut les traiter avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, une TSH toutes les 4 à 6 semaines, au moins les 7 premiers mois de la grossesse, avec comme objectif d'avoir une TSH inférieure à 2,5. Pourquoi? C'est ces femmes-là, et je l'ai dit là aussi hier, même si
même si c'est des femmes qui ont, même si leur fœtus a 20 semaines d'aménorrhée, sa thyroïde, elle va commencer à fonctionner normalement jusqu'à l'accouchement. Le bébé va continuer à prendre 15 à 30%, bien sûr, de la T4 libre maternelle. C'est très important. Donc, le dépistage, c'est TSH seul. Et je vous remercie. Je sais que vous avez faim dans les deux sens. Et s'il y a des questions. Alors, j'essaie de gagner du temps. On me l'a demandé comme ça. Il y a 5 minutes de questions. Merci, docteur Atman Tazi, pour votre présentation pertinente comme toujours. Je rappelle que cette plénière a été sponsorisée par les laboratoires Merck, qu'on remercie pour leur soutien de la formation continue. Donc, on va prendre 2 petites questions rapides, s'il vous plaît. Donc, docteur Sarah Benkiran. Je vous remercie, tout d'abord. S'il vous plaît, devant une TSH qui est supérieure à 10, donc aucun intérêt de demander les anticorps anti-TPO et thyroglobulines. Aucun intérêt. Alors, les anticorps anti-TPO, vous n'en avez pas besoin pour décider de la surveillance. Vous allez en avoir besoin tout au long du suivi de votre patient, juste pour étiqueter sa maladie. Est-ce qu'il a une maladie d'Hashimoto ou pas? C'est quelque chose qui va vous poser un diagnostic, étiqueter, dire il a une maladie d'Hashimoto. Pourquoi? Parce que si c'est une hypothyroïdie qui est liée à des anticorps, ça veut dire que c'est un sujet à développer d'autres maladies auto-immunes. Donc vous allez avoir, bien sûr, est-ce qu'il est sujet à avoir d'autres maladies auto-immunes, hein, plusieurs. Maintenant, exactement, uniquement dans le cadre étiologique. Maintenant, vous avez dit deux mots très importants, vous m'avez piqué. Vous avez dit les anticorps anti-thyroglobulines. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ne les demandez plus, s'il vous plaît. Dernière question, docteur Hamzian. Micro. Et ma question, c'est une femme qui se présente au cabinet avec diabétique et qui présente des nodules thyroïdiens avec une TSH normale, des petits nodules éparpillés partout avec une TSH normale. Est-ce qu'on doit pousser les investigations et demander une T4 libre ou demander des anticorps ou tout, ou il faut s'abstenir et surveiller, tout simplement? Merci. Alors, déjà juste, 60% des femmes à 50 ans, elles ont des nodules thyroïdiens. Retenez ça, ça c'est très important de le savoir. Deuxième point, un nodule, on va l'explorer en fonction de sa taille et de sa classification EUTHIRAX. C'est en fonction de sa taille et sa classification. S'il est 1 cm EUTHIRAX 5, le phoque, je vais l'explorer. 1,5 cm EUTHIRAX 4, je vais l'explorer. 2 cm EUTHIRAX 3, je vais l'explorer. Si, bien sûr, c'est des nodules qui font moins de 2 cm et tous EUTHIRAX 3, c'est une simple surveillance clinique, biologique, échographique. Surtout pas de l'évothyrox. On ne fait plus ça depuis plus de 40 ans. Donc, avant de terminer, je tiens à vous rappeler pour le vendredi 22 et samedi 23, le 2e congrès FON, Fédération des omnipraticiens du Nord, que Dr Tazi va être parmi nous. Donc, venez nombreux et demandez des prises en charge. Marhaba bikoum. Merci. Merci beaucoup, docteur Atman Tazi.